Tu sais, je voudrais te parler d'une chose que l'on confond souvent, et qui pourtant change tout dans la manière dont on traverse l'existence. C'est une idée simple, mais tellement lourde de conséquences lorsqu'on la laisse vraiment nous pénétrer. Être utile n'est pas être respecté. Tu as peut-être déjà senti cette vérité, comme un petit pincement au cœur, un silence étrange après avoir rendu service, un sentiment de vide une fois que l'on n'a plus besoin de toi. C'est de cela dont je veux parler avec toi aujourd'hui, longuement, calmement. Parce que c'est un piège dans lequel tant d'entre nous tombent, en croyant bien faire, en croyant bâtir quelque chose de solide. Et si on prenait ce temps, toi et moi, pour explorer les méandres de cette confusion, pour voir clair, pour ne plus jamais mêler ces deux choses dans ton esprit et dans ton cœur. Je t'invite à t'installer confortablement, à laisser ce dialogue t'accompagner. Si ce que tu vas entendre résonne en toi, alors reste jusqu'au bout, abonne-toi à cette chaîne, active la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines conversations. Et surtout, partage tes pensées dans les commentaires plus tard, car c'est ton histoire aussi que nous écrivons ici. Imagine une scène, toute simple, de la vie de tous les jours. Tu es au travail, peut-être. Tu es la personne sur qui tout le monde compte. Tu sais tout faire, tu rends service, tu anticipes les besoins, tu résous les problèmes avant même qu'ils ne surgissent. Tu es d'une utilité remarquable. Les gens viennent à toi, les sourires aux lèvres, avec une petite requête, « Ah, tu peux me dépanner ?» À toi qui t'y connais. Et tu dis oui. Parfois par gentillesse, parfois par habitude, parfois par peur de décevoir, parfois par l'espoir secret que cette accumulation de preuves de ta valeur finira par te valoir une place particulière, une considération, un vrai respect. Puis un jour, arrive une décision importante. Une promotion, un projet phare, un choix qui engage. Et on ne te consulte pas. On ne te voit même pas. Tu n'es pas dans la pièce. Tu n'es pas dans les esprits. Tu es l'outil, pas le décideur. L'outil est indispensable, mais on ne le respecte pas. On l'utilise. Et cette sensation, cette froideur dans la poitrine, c'est la révélation brutale de la distinction. Tu as été utile, tu as même été indispensable, mais tu n'as pas été respecté. C'est une leçon que l'histoire humaine connaît depuis longtemps. Un penseur comme Machiavel, dont on parle souvent pour sa dureté, avait en réalité une lucidité glaçante sur ce point. Il ne jugeait pas, il observait. Il voyait comment les princes, les hommes de pouvoir, naviguaient dans un monde d'apparence et de force brute. Et l'une de ses observations les plus cruelles, c'est que se faire aimer, être perçu comme bon et utile, est souvent le chemin le plus court vers le mépris. Parce que l'amour, dit-il en substance, est un lien fragile, qui dépend du bon vouloir des autres. Ils t'aiment tant que tu leur es agréable, tant que tu sers leurs intérêts. Mais la peur, elle, est un lien bien plus tenace. Le respect, dans son analyse, est intimement lié à une certaine forme de crainte. Non pas la terreur aveugle, mais cette retenue, cette considération prudente que l'on a face à quelqu'un dont on sent la force, la volonté, la capacité à ne pas se laisser utiliser. Machiavel ne te disait pas d'être un tyran. Il te disait de voir le monde tel qu'il est, et non tel qu'on voudrait qu'il soit. Et dans ce monde, l'utilité est une monnaie qui s'échange. Le respect, lui, est un territoire que l'on se donne, que les autres reconnaissent, souvent à contre-cœur. Mais ne réduisons pas cela à la politique des cours Renaissance. C'est dans ton salon, dans ton open space, dans tes conversations de famille que cela se joue. Pense à cette personne, toujours arrangeante, qui dit toujours oui. Elle est utile, elle est précieuse. On l'apprécie, certes. Mais la respectons. L'écoutons vraiment lorsqu'elle a enfin quelque chose à dire? Prends-on ses besoins au sérieux, ou les considère-t-on comme secondaires, puisqu'après tout, elle est si compréhensive? On en vient presque à abuser de sa gentillesse, non par méchanceté, mais par une forme d'inertie naturelle. L'être humain a tendance à marcher sur les chemins qui cèdent, et à contourner les rochers qui résistent. Si tu te présentes comme un chemin toujours praticable, toujours accommodant, tu seras emprunté, foulé, jusqu'à être usé, mais tu ne seras pas un repère, un point fixe sur la carte du paysage humain. Le respect se gagne en étant un peu ce rocher. Pas un obstacle hostile, mais une présence qui a sa propre consistance, ses propres limites, une intégrité qui impose une négociation à celui qui veut passer. Cela demande un courage particulier. Un courage qui n'est pas celui de l'exploit, mais celui du renoncement. Renoncer à la douceur immédiate de la gratitude que procure un service rendu. Renoncer à la sécurité illusoire d'être aimé pour ce que l'on donne. C'est affronter le risque de déplaire, de décevoir, de voir l'autre froncer les sourcils et se détourner, l'espace d'un instant. C'est accepter cette solitude temporaire, ce silence un peu froid qui suit un « non », posé calmement. Les stoïciens, ces philosophes de la maîtrise intérieure, parlaient beaucoup de cela. Ils distinguaient ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas.
L'utilité, souvent, tu la mesures à la réaction des autres, leur sourire, leurs remerciements, leur dépendance à ton égard. Tout cela échappe à ton contrôle. En revanche, ton intégrité, tes principes, la clarté de tes limites, la manière dont tu te respectes toi-même, cela dépend entièrement de toi. Sénèque ou Marc Aurèle ne te parleraient pas de stratégie sociale, mais de souveraineté intérieure. Pour être respecté, il faut d'abord s'habiter pleinement. Il faut être le gardien sévère mais bienveillant de son propre territoire intime. Si tu n'es pas ce gardien, comment les autres le deviendraient-ils? Prenons un autre exemple, plus intime. Dans une amitié, ou dans un couple. L'un se dévoue, anticipe les désirs de l'autre, fait passer ses propres envies après, comble tous les silences, comble tous les besoins. Il est d'une utilité émotionnelle et pratique immense. Mais petit à petit, l'équilibre se rompt. Celui qui redevient comme un enfant gâté finit par ne plus voir l'autre comme un égal, mais comme une fonction. La gratitude s'émousse, laisse place à l'attente, puis à l'exigence. Le respect, cette considération pour l'altérité et l'autonomie de l'autre, s'évapore. La relation devient toxique, non par méchanceté préméditée, mais par cette confusion fondamentale. Être utile devient un piège qui étrangle l'amour même, car l'amour a besoin de deux souverains qui choisissent de partager leur royaume, pas d'un souverain et d'un sujet dévoué. Machiavel, là encore, aurait sans doute parlé de la nécessité pour un prince de ne pas se rendre, contemptible, méprisable. Et rien ne rend plus méprisable aux yeux des hommes, même inconsciemment, qu'une disponibilité sans condition, qu'une abnégation qui semble n'avoir aucun prix pour celui qui la pratique. Si tu ne valorises pas ton propre temps, ton énergie, tes limites, personne ne le fera à ta place. C'est là que le regard des autres devient une prison. Nous vivons dans une société qui, d'un côté, exalte l'altruisme, le don de soi, l'empathie, et de l'autre, célèbre les forts, les leaders, ceux qui imposent leur vision. Nous sommes tiraillés entre ces deux modèles, et souvent, nous essayons d'obtenir le second en pratiquant le premier. Nous croyons que si nous sommes assez utiles, assez bons, assez serviables, les autres nous élèveront naturellement sur le pavois du respect. C'est un leurre. Le respect ne se donne pas en paiement d'une dette de service rendu. Il se conquiert, ou plus précisément, il se manifeste comme une reconnaissance de la puissance intérieure d'autrui. C'est presque un réflexe de survie sociale. On respecte celui dont on sent qu'il pourrait, s'il le fallait, nous retirer sa collaboration, son amitié, sa présence. On respecte celui dont on sent qu'il a une estime de soi qui ne fluctue pas avec nos opinions. L'utilité, elle, nous rend dépendants du besoin de l'autre. Si l'autre n'a plus besoin de nous, que sommes-nous? Cette question angoissante est au cœur de la confusion. Regarde le monde contemporain, ces réseaux sociaux où l'on court après les likes, les partages, cette monnaie d'utilité sociale numérique. On se rend utile au réseau en produisant du contenu, en engageant l'interaction, en étant réactif. Croit-on être respecté pour autant? Le respect, sur ces plateformes, est une denrée rare. Il est noyé sous le flot des opinions, du sarcasme, de l'indifférence. On peut avoir 1000 followers utiles, et pas une once de considération réelle. Parce que le respect nécessite une pause, un temps d'arrêt, une reconnaissance de l'autre comme être entier, avec ses ombres et ses lumières, et non comme une simple source de divertissement ou de validation. Machiavel, dans sa correspondance privée, parlait de la vertu, cette force de caractère, cette capacité à agir avec audace et intelligence face à la fortune changeante. Cette vertu n'a rien à voir avec la moralité conventionnelle. C'est la qualité de celui qui sculpte sa propre statue dans le marbre dur des circonstances, qui n'attend pas qu'on le définisse par son utilité. Aujourd'hui, ta vertu pourrait être précisément de sortir de cette économie du like, de cesser de monnayer ton attention et tes compétences contre des miettes de considération. Mais attention, je ne te parle pas de devenir cynique, dur, égoïste. Ce serait tomber dans un piège inverse, tout aussi stérile. Il ne s'agit pas de cesser d'être utile. L'utilité est belle, elle est nécessaire, elle est le ciment des sociétés. Il s'agit de ne pas y attacher ton espérance de respect. Il s'agit de faire le deuil de cette équation magique. Tu peux être utile par générosité authentique, par plaisir de la compétence partagée, par amour tout simplement. Mais fais-le en étant conscient que ce geste ne t'achètera rien. Fais-le en homme libre, en femme libre. Le respect, lui, viendra peut-être d'ailleurs. De ta constance, de ta fiabilité, oui, mais pas d'une fiabilité d'outil, d'une fiabilité de parole. De ton courage à dire ce qui est juste, même si c'est inconfortable. De ta loyauté envers tes principes, même quand personne ne regarde. De ta manière de te tenir, physiquement et moralement. De ton silence quand il est plein, et non vide. De ta capacité à écouter sans vouloir absolument apporter une solution,
mais juste à accueillir. Tout cela, ce sont les pierres avec lesquelles on bâtit une présence qui commande le respect. Pense à des figures que tu respectes profondément. Pas celles que tu aimes, ou que tu trouves sympathiques, mais celles que tu respectes. Qu'ont-elles en commun? Il y a de fortes chances pour qu'elles aient une forme d'authenticité, une cohérence. Elles ne se déforment pas en fonction de leur interlocuteur. Elles ont un noyau qui semble solide. Elles ne cherchent pas à te plaire à tout prix. Parfois même, elles te contrarient. Mais tu sais que face à elles, tu es face à quelque chose de réel, de non négociable. C'est cette réalité en eux que tu respectes. Machiavel dirait qu'elles ont su maîtriser leur image, non pour tromper, mais pour incarner de manière crédible une certaine idée d'eux-mêmes. C'est une forme de maîtrise de soi poussée à son excellence. Savoir se montrer tel que l'on est, avec ses forces et ses vulnérabilités assumées, sans honte et sans forfanterie, c'est déjà imposer un respect immense. Parce que c'est rare. La plupart d'entre nous sommes des caméléons, modifiant nos couleurs pour nous fondre, pour être acceptés, pour être utiles au groupe. L'individu qui ne change pas de couleur par calcul social, mais par choix intérieur, devient immédiatement un point de repère. Cela demande une connaissance de soi immense. Il faut avoir exploré ses propres cavernes, avoir affronté ses propres peurs, notamment cette peur viscérale du rejet, de l'exclusion, de ne plus être utile à la tribu. Dans les sociétés anciennes, ne plus être utile, c'était souvent une condamnation à mort. Cette peur est inscrite en nous au plus profond. La dépasser n'est pas l'éradiquer, c'est apprendre à vivre avec, à la regarder en face, et à agir malgré elle. C'est le cœur même du courage. Un philosophe plus contemporain, comme un Kierkegaard, parlerait de l'angoisse et du saut dans la foi en soi. Il ne s'agit pas de foi religieuse, mais de cette conviction intime que l'on a une valeur absolue, indépendante de ce que l'on produit ou de ce que l'on apporte aux autres. Cette valeur, c'est le simple fait d'exister, de conscience, de possibilité. Lorsque tu commences à te respecter sur cette base-là, quelque chose dans ton aura change. Les autres le sentent. Ils sentent qu'ils ne peuvent pas t'acheter avec un compliment, ni te manipuler avec une critique. Ta valeur n'est plus sur la table des négociations. Et c'est à ce moment-là, paradoxalement, qu'ils commencent à te proposer du respect. Parce que tu leur montres, sans un mot, comment tu souhaites être traité. Voyons comment cela se traduit dans la vie quotidienne. Tu es dans une réunion. La personne qui parle sans cesse, qui a une idée sur tout, qui veut montrer son utilité intellectuelle à chaque instant, finit par agacer. On l'écoute poliment, mais on ne la respecte pas forcément. On la voit comme un bruit. En revanche, celle qui se tait, qui écoute, et qui, au moment opportun, pose une seule question qui fait tomber tous les faux-semblants et recentre le débat sur l'essentiel, celle-là, on se tourne vers elle. Son silence était plein. Sa parole est précise. Elle n'a pas cherché à être utile en remplissant l'espace. Elle a cherché à être juste. Et la justesse, voilà une source profonde de respect. Elle démontre une maîtrise, une retenue, une intelligence au service de quelque chose de plus grand que sa propre glorification. Machiavel, encore lui, louait la figure du renard pour sa capacité à déceler les pièges, et du lion pour imposer sa force. La personne respectée sait être renard dans son écoute et son analyse, et lion dans l'affirmation de sa vision quand il le faut. Elle ne gaspille pas son énergie à prouver son utilité en toute occasion. C'est épuisant, d'ailleurs, de vouloir être utile tout le temps. Cela vide littéralement. Parce que tu es toujours tourné vers l'extérieur, à l'affût des besoins, des attentes, des demandes implicites. Tu deviens une antenne extrêmement sensible, mais tu perds le contact avec ton propre émetteur. Tu ne sais plus ce que tu veux, ce que tu penses vraiment, ce que tu ressens au-delà de la fatigue de servir. Retrouver le chemin du respect, c'est aussi retrouver le chemin de son propre foyer intérieur. Allumer le feu, s'asseoir, et se demander, qu'est-ce qui compte pour moi, indépendamment de ce que les autres en penseront ou en feront? Les réponses peuvent être simples. La beauté d'un ciel d'hiver. La profondeur d'un livre. La qualité d'un silence partagé avec quelqu'un qu'on aime. La satisfaction d'un travail bien fait pour soi-même. Ces choses-là ne servent à personne d'autre qu'à toi. Et pourtant, ce sont elles qui te nourrissent, qui te rendent entier. Et c'est cet être entier que les autres, au fond, respectent. Pas le serviteur zélé, mais l'être complet, avec ses parts d'ombre et de lumière, ses moments de force et de vulnérabilité assumés. Nous pourrions parler aussi de la sphère familiale, où ces dynamiques sont souvent les plus douloureuses. L'enfant qui cherche à être utile pour gagner l'amour de ses parents. Le parent qui se sacrifie jusqu'à l'épuisement pour ses enfants, espérant en retour non pas de l'amour qui est souvent là, mais du respect, une reconnaissance de son autorité et de sa sagesse. Et le drame silencieux, c'est que le sacrifice extrême, l'utilité totale, finissent parfois par étouffer les autres,
par créer une dette émotionnelle si lourde qu'elle ne peut se payer que par la révolte ou l'éloignement. Le respect, dans une famille, se construit sur d'autres bases. Sur la clarté des rôles, oui, mais aussi sur le respect que les parents ont pour eux-mêmes. Un parent qui a des passions, des limites, une vie en dehors de ses enfants, leur enseigne involontairement une leçon cruciale. Tu n'es pas au centre de l'univers, et moi non plus. Nous sommes des individus distincts qui choisissons de vivre ensemble. Cette distinction, préservée, est le terreau du respect réciproque. L'utilité est fusionnelle, le respect est différencié. Je sens que nous approfondissons, et c'est important. Parce que cette confusion entre être utile et être respecté n'est pas une erreur cognitive, c'est une blessure du cœur. C'est le souhait de l'enfant qui croit que s'il est sage, s'il range sa chambre, s'il a de bonnes notes, il sera aimé et considéré. Et parfois, l'amour vient, mais la considération, la vraie, celle qui voit l'enfant comme une personne à part entière, avec ses désirs propres, ne vient pas. L'enfant a été utile à la paix du foyer, à la fierté des parents, mais n'a pas été respecté dans son altérité radicale. Et il grandit avec ce schéma gravé en lui, ma valeur est fonction de ce que j'apporte. Briser ce schéma, c'est un travail de libération. C'est se dire, je peux apporter, et je le ferai peut-être par choix, mais mon existence vaut par elle-même. Mon avis compte, même s'il ne sert à rien. Mes préférences sont légitimes, même si elles ne facilitent la vie de personne. C'est un acte de rébellion contre une éducation du monde qui veut nous faire croire le contraire. Machiavel, dans sa quête de comprendre les ressorts du pouvoir, touchait à cette vérité psychologique fondamentale. Le pouvoir, au sens le plus large, c'est la capacité d'influer sur le cours des événements et sur le comportement des autres. Et cette capacité ne vient jamais de la servilité. Elle vient de la perception que les autres ont de ta force propre, de ta volonté propre, de ton indépendance d'esprit. Un courtisan trop utile devient un domestique. Un courtisan qui conserve une part de mystère, qui montre qu'il a d'autres loyautés, d'autres ressources, d'autres options, devient un conseiller écouté, voire un ami craint. C'est une danse subtile. Dans notre vie, nous ne sommes pas des courtisans, mais nous évoluons dans des réseaux de relations où ces logiques s'appliquent, en version atténuée. Dans ton travail, si tu es l'expert inévitable mais toujours disponible, tu seras exploité. Si tu es l'expert dont la disponibilité est un choix, dont le savoir est partagé avec discernement, tu seras consulté avec considération. La différence est ténue, mais elle est tout. Je pense à ces artisans, ces artistes, ces professionnels qui excellent dans leur domaine. Les plus respectés ne sont pas ceux qui courent après chaque client, qui acceptent chaque demande, même déraisonnable. Ce sont ceux qui ont un cadre clair, des conditions, un temps de gestation pour leur travail. Ils disent, voici comment je travaille. Ils ne sont pas inutiles, loin de là, leur utilité est immense, mais elle est canalisée par leur propre volonté. Le client, l'acheteur, entre dans leur monde. Il doit s'adapter à leurs règles. Et paradoxalement, c'est cela qui génère un respect profond. Parce qu'ils témoignent du respect qu'ils ont pour leur propre art, leur propre métier. Ils ne le prostituent pas pour être utiles. Ils l'offrent selon leurs termes. Et c'est beaucoup plus précieux. Transpose cela à toi-même. Qu'est-ce qui est ton art? Qu'est-ce qui est ton métier, au sens le plus noble? Comment peux-tu en être le gardien intransigeant, non par arrogance, mais par amour de la chose bien faite, de la relation juste? C'est là que tu commences à bâtir une réputation qui n'est pas celle de l'utilitaire, mais celle de l'intègre. Nous avons tous en tête des figures publiques, politiques ou autres, qui se sont voulues utiles. Elles ont fait des promesses, ont cherché à contenter tout le monde, à répondre à toutes les demandes. Leur fin est souvent pathétique, méprisée par tous, parce que n'ayant tenu aucune promesse, n'ayant défendu aucun principe clair. Elles ont voulu être l'outil de tous, et sont devenues l'outil de personne, jeté après usage. À l'inverse, les figures qui ont suscité du respect, même chez leurs adversaires, sont celles qui ont pris des décisions impopulaires, qui ont assumé des choix difficiles, qui ont dit non à des demandes pressantes. Elles ont déplu. Elles ont été critiquées. Mais on ne pouvait pas les ignorer. On devait compter avec elles. Leur présence pesait dans la balance. C'est le poids de la volonté. Et ce poids, c'est ce que l'on respecte, même à contre-cœur. Dans ta propre vie, assumer un choix impopulaire dans ta famille, dans ton cercle d'amis, c'est risquer le conflit, mais c'est aussi t'affirmer comme une force avec laquelle il faut composer. Tu cesses d'être un élément de décor agréable pour devenir un personnage de l'histoire. Cela ne signifie pas qu'il faille chercher le conflit. Pas du tout. La vraie force c'est aussi qu'en céder, qu'en faire un compromis. Mais elle le fait par stratégie, par choix, et non par soumission ou par peur. C'est toute la différence. Machiavel parlait de la nécessité de s'adapter à la fortune, aux circonstances. Parfois,
Il faut être souple comme le roseau. Mais le roseau, lui, a des racines. Sans racines, il n'est qu'un fétu emporté par le vent. Tes racines, ce sont tes valeurs, ton estime de soi, ton noyau dur. Tu peux ployer sous la tempête des demandes extérieures, mais si tu sais que tu le fais en conservant intacte ta racine, alors tu ne perds pas le respect de toi-même. Et c'est le plus important. Car le respect des autres commence par là. Si tu te respectes, tu envoies une invitation au monde à te traiter avec le même égard. Si tu ne te respectes pas, tu donnes au monde la permission de faire de même. Pense au moment où tu as toi-même perdu le respect pour quelqu'un. Ce n'est pas lorsqu'il t'a refusé un service, n'est-ce pas? C'est plutôt lorsqu'il a agi de manière lâche ou méprisable. Lorsqu'il a menti par facilité. Lorsqu'il a sacrifié un principe important pour un petit gain. Lorsqu'il s'est rabaissé lui-même, qu'il a accepté l'inacceptable. C'est la perte de sa propre dignité qui entraîne la perte de notre respect. À l'inverse, la personne qui, dans l'adversité, tient bon, qui reste fidèle à ce qu'elle est, même si cela lui coûte, cette personne-là gagne notre respect éternel. Nous pouvons ne pas être d'accord avec elle, mais nous ne pouvons pas la mépriser. Son utilité dans l'instant est peut-être nulle, voire négative. Mais sa présence est un rappel à la hauteur humaine. Elle nous élève, simplement par son exemple. C'est pourquoi il faut arrêter de mesurer ta valeur à l'aune de ton utilité du moment. Ta valeur est dans ton être, dans ton parcours, dans tes combats intérieurs, dans ta capacité à rester humain face aux tempêtes. Les grands textes spirituels et philosophiques le répètent à l'envi, tu as une dignité intrinsèque. La reconnaître en toi, c'est le premier pas. La manifester par des actes cohérents, c'est le second. Et c'est un travail de chaque instant. Un travail qui consiste à résister à la tentation de la petite reconnaissance facile, du « merci », qui flatte l'ego mais qui enchaîne. À choisir, parfois, la voie plus difficile, celle qui te fait te sentir entier, même seul. Je veux aussi aborder la dimension collective. Nos sociétés modernes valorisent l'efficacité, la performance, la productivité. Être utile, dans ce cadre, c'est être un bon rouage de la machine. On nous somme d'être des rouages efficaces. Et on nous donne en échange un salaire, parfois des avantages, une certaine sécurité. Mais le respect pour le rouage est minimal. Il est remplaçable. La machine n'a pas de considération. Pour être respecté dans un tel système, il faut cesser de se concevoir comme un rouage. Il faut se concevoir comme un artisan, même au sein de la grande machine. Comme quelqu'un qui apporte non seulement sa fonction, mais aussi son intelligence, son regard critique, sa capacité à améliorer le processus, voire à le questionner. Celui qui questionne n'est pas toujours utile à court terme, il ralentit même la production, mais à long terme, il peut sauver la machine de son propre dysfonctionnement. C'est lui que l'on écoute, que l'on respecte, quand la crise arrive. Parce qu'il a montré qu'il voyait au-delà de l'immédiat. C'est une leçon d'humilité aussi. Rechercher le respect plutôt que l'utilité, c'est accepter de ne pas être toujours nécessaire. C'est accepter que les autres puissent très bien se débrouiller sans toi. C'est accepter ta propre finitude, ta propre contingence. C'est terriblement libérateur. Lorsque tu lâches ce besoin d'être indispensable, tu deviens libre de choisir quand et comment tu veux engager ton énergie. Tu n'es plus dans l'urgence de prouver. Tu es dans la tranquillité d'être. Et de cet état de tranquillité émane une force calme, une autorité naturelle qui n'a rien à voir avec l'agitation du serviteur zélé. Nous pourrions parler pendant des heures, car chaque recoin de la vie nous offre une illustration de ce principe. Dans l'amour, se mettre en position d'utilité, c'est devenir une commodité. Dans l'amitié, c'est devenir un confident commode. Dans le travail, un exécutant fiable mais oubliable. À chaque fois, le respect s'éloigne à mesure que l'utilité s'affirme comme la raison principale de la relation. Alors, que faire? Faut-il cesser de rendre service? Non. Il faut changer la source du geste. Rends service par choix, par générosité spontanée, par plaisir de la compétence, et non par peur ou par calcul. Et parallèlement, cultive les aspects de toi qui ne servent à rien d'autre qu'à te rendre plus entier. Ta curiosité, ta créativité, ta réflexion, ta sensibilité à la beauté, ton sens de l'humour. Ces choses, souvent, ne sont pas utiles. Mais ce sont elles qui font de toi une personne unique, attachante, et finalement, respectable. Machiavel, à la fin de sa vie, écrivait des comédies, se retirait dans sa campagne. Après une vie à observer les mécanismes du pouvoir le plus brutal, il se tournait vers la légèreté de l'art. Peut-être avait-il compris que le respect ultime, celui que l'on se porte à soi-même, vient de cette capacité à ne pas se réduire à un seul rôle, à une seule fonction. À être multiple, insaisissable dans son humanité même. À laisser une part de soi hors de portée de l'utilité immédiate.
Cette part est sacrée. C'est elle qui t'appartient vraiment. Et c'est en la protégeant, en la nourrissant, que tu construis, jour après jour, une existence qui ne demande pas le respect, mais le commande naturellement, simplement parce que tu es devenu, inévitablement, respectable. Alors, en refermant cette longue conversation, je voudrais que tu gardes une chose à l'esprit. Une seule, mais essentielle. La prochaine fois que tu sentiras ce réflexe de te rendre utile pour gagner une place, une considération, une preuve d'amour, arrête-toi. Respire. Et demande-toi, si je n'étais pas utile en ce moment, qui serais-je? Que voudrais-je dire? Que voudrais-je faire? Écoute la réponse, même si elle est timide. Et donne-lui de l'espace. Petit à petit, en donnant de l'espace à cette voix intérieure qui ne cherche pas à servir, mais à être, tu vas te transformer. Les autres le verront. Ils le sentiront. Et un jour, tu te retourneras et tu réaliseras que les regards posés sur toi ont changé. Ils ne sont plus ceux que l'on pose sur un outil, mais ceux que l'on pose sur une présence. Une présence avec laquelle il faut compter. Une présence que l'on respecte. C'est un chemin, bien sûr. Un chemin long, sinueux, parfois difficile. Mais c'est le seul chemin qui mène à une estime de soi inébranlable et à une considération authentique des autres. Je te souhaite de l'emprunter, à ton rythme. Merci de m'avoir écouté si longtemps, si attentivement. Si ces mots ont résonné en toi, alors cette conversation n'est qu'un début. Abonne-toi pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Active la cloche pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo paraît. Et surtout, partage tes réflexions en commentaire, car c'est dans ce partage que les idées prennent vie et nous aident tous à avancer. Prends soin de toi. Et souviens-toi, tu n'es pas ce que tu rends. Tu es. Et cela, c'est déjà toute la différence.